Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H-Show. Le film d'aujourd'hui s'appelle Alpha, il est réalisé par Albert Hughes, il est sorti au cinéma le 22 août 2018 et je l'ai vu au cinéma en version française, je suis plus certain. Voilà, ce film m'a marqué. Alors j'avais pas prévu de voir ce film, hein, ça a été sous l'impulsion de ma compagne qu'on y est allé, et effectivement, mine de rien, au début ça m'a rendu plutôt circonspect, pour être très honnête. J'ai fait des recherches sur ce film et j'ai été surpris, puisque en sortant du film pour faire cette vidéo, comme d'habitude, je fais mes petites recherches sur le réalisateur pour savoir un peu qui c'est, ou la réalisatrice évidemment. Et là, surprise, il se trouve que Albert Hughes est un des deux frères Hughes, eh oui, les fameux frères Hughes qui ont réalisé, vous le savez très bien, Menace to Society, From Hell par exemple, ou encore Le Livre d'Eli. Bah des bons films quoi, des vrais bons films, Menace to Society qui avait été un gros événement à son époque, qui avait beaucoup marqué les gens, notamment sur la vie des jeunes de quartier américains. Film assez puissant. Dans le reste du monde, je sais pas si aux États-Unis il a eu le même impact, en tout cas dans le reste du monde ça a été assez costaud. Quand j'étais gosse, c'était un peu un film qu'on voyait comme ça, ah ouais, Menace to Society, putain, c'est hardcore, enfin, voilà quoi. Maintenant, quand la moindre série télé de la police, ou j'imagine que NCIS est encore plus violent au jour d'aujourd'hui que Menace to Society, mais bon, peu importe, en tout cas à l'époque ça choquait pas mal. Il y avait eu celui-là, il y avait eu Boys in the Hood, qui est pas mal aussi, que j'avais revu il y a pas trop longtemps et qui était plutôt bien vieilli, même si c'est un film de son époque, bref. From Hell, une adaptation très intéressante de la BD écrite par mon pote qui a écrit Watchmen, voilà, ça me revient plus, évidemment, c'est génial, d'un auteur complètement fou, qui est juste génial, et je retrouve plus son nom, et merde, excusez-moi. Et donc il y avait aussi écrit une BD qui s'appelle From Hell, et ce film est une adaptation de cette BD, une adaptation très libre, je vous conseille de lire la BD From Hell et la BD Watchmen, même si les deux films qui en sont sortis, que ce soit From Hell des frères Hughes ou Watchmen de Zack Snyder, sont vachement bien, tous les deux. Et voilà, il faudrait que je revoie From Hell, je vous ferai peut-être tiens, je le lis à la française, From Hell, fromage. Je vous referai probablement un petit retour sur From Hell à un moment donné, parce que c'est un film dont j'ai un bon souvenir et je pense qu'il est vraiment bien, je vais en parler. Et Le Livre d'Eli, que j'ai vu il y a un petit moment, avec un Denzel Washington aveugle dans un monde post-apocalyptique qui éclate des mecs à coups de bâton. Très sympa, vraiment très sympa comme film aussi, que je vais revoir à l'occasion. Bref, des gars qui, ensemble, les frères Hughes donc, ont une petite carrière plutôt sympa, plutôt classe honnêtement, et puis des réalisateurs que dont j'attendais pas forcément les films, mais quand un film sortait, bah, j'étais plutôt content de le voir en général. J'en avais pour mon argent, entre guillemets, c'est de la bonne qualité, c'est du bon spectacle, en général de la bonne tension, et en plus une petite pointe d'originalité dans le point de vue, dans la manière dont les choses sont abordées, que ce soit l'histoire de Jack l'Éventreur dans From Hell, ou le livre d'Eli, qui est vraiment un regard intéressant sur le post-apocalyptique, pas forcément très original, mais assez pour être un film différent dont on se souvient en tout cas. Donc voilà, deux réalisateurs pour qui j'ai du respect et qui, pour le coup, me font plaisir parce qu'ils avaient toujours cette pointe d'originalité, et vlatipa que visiblement tous les deux ont commencé à faire leur premier film, puisque Alpha est le premier film solo de Albert Hughes, et Allen Hughes a déjà réalisé un film tout seul, ou quelques films tout seul, si je dis pas de bêtises, des séries ou des téléfilms, et dernièrement un film avec Mark Wahlberg dont j'ai oublié le titre, mais peut-être que je le materai. Pour le coup, ça pourrait être intéressant de voir un peu ce qu'ils ont fait chacun de leur côté. Et donc je vais parler aujourd'hui du film d'Albert Hughes. Ça m'a rendu quand même curieux, puisqu'ils ont réalisé des films ensemble pendant des années, des films de qualité visiblement. Donc je me suis forcément demandé pourquoi ils réalisaient plus ensemble. Alors la seule raison que j'ai trouvée, ce serait que Albert vivrait depuis 2004 en République tchèque, alors j'imagine que c'est parce que il a une compagne tchèque. Enfin je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Hein. Vraiment je suppute quoi. Ça ressemble à ce qu'on fait dans la vie en général, voilà, on rencontre quelqu'un, on se déplace, on s'éloigne de sa famille, ce genre de choses pour son partenaire, sa partenaire, c'est assez classique comme truc. Donc voilà, et du coup j'ai pas trouvé plus d'infos que ça, mais je serais vraiment intéressé de savoir s'ils comptent toujours travailler ensemble, ou pas, parce que ce qu'ils faisaient ensemble, c'était de très bonnes factures, quoi, vraiment, quoi. C'était du très bon cinéma. Bref, à l'occasion, si je trouve, je ferai peut-être un erratum, ou dans une vidéo sur le premier film de Allen Hughes, pourquoi pas. Oui, je tease, mais je pense que je vais le faire. Donc, ça donne quoi, le premier essai de Albert Hughes, tout seul? Pitch. En moins 18 000 avant notre ère, Keda est laissé pour mort après la chasse annuelle, censée ramener à manger pour toute la tribu, excusez-moi. Seul et inexpérimenté, loin de chez lui, Keda va bientôt devoir faire alliance avec un être singulier, un loup, pour espérer retrouver un jour sa tribu. Pitch de base simple, développé dans le film de manière
simple. C'est clair, le scénario n'est pas une surprise. Enfin, je pense pas que dans le film, il y ait vraiment de surprise. C'est l'histoire classique d'un retour à la maison, après un bon build-up au début, mais je vais en parler après. On se perd et puis on revient chez soi. Comme un rite initiatique, un passage à l'âge adulte. Rien d'extraordinaire là-dedans, mais bon, voilà, le film le fait frontalement, c'est son sujet. Et en grosso modo, c'est originalisé, pour utiliser un mot qui n'existe pas, parce que le loup est apprivoisé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, c'est ce que le film te vend au début, quoi. C'est la première fois qu'un être humain aurait apprivoisé un loup. C'est complètement fantaisiste, hein. On se doute tout de suite que c'est vraiment juste le mec avait envie de raconter cette histoire, il a choisi ce cadre-là, et ça donne un petit côté un petit peu plus de hype, entre guillemets, au film au début. Mais voilà, c'est pas inintéressant d'aborder la question de ce point de vue-là. On apprivoisait pas de loups avant, ou d'animaux sauvages comme un chien ou autre, et là c'est la première fois. Ce serait la première fois. Pourquoi pas. Mais du coup, ça sous-entend l'importance, puisqu'on est en moins 18 000, de créer un contexte crédible. Ou tout du moins vraisemblable, un truc auquel on peut croire. Il peut y avoir... crédible, vous savez, c'est toujours délicat au cinéma. Quelque part, si... j'ai encore lu dernièrement des choses sur le Moyen-Âge, comme de quoi les gens étaient pas si sales que ça puait pas tellement. Les gens se lavaient les mains avant de manger, ils avaient le visage propre en général, enfin voilà. Donc le Moyen-Âge tel qu'on l'a vu, je dis n'importe quoi dans Les Visiteurs ou autres, qu'on a tendance à voir de manière très sale et très comme un âge fondamentalement obscur. C'est une vision qui est restée de l'époque des Lumières juste après, et qui était en fait très orientée politiquement et idéologiquement. Malheureusement, dans l'imaginaire collectif actuel de notre époque, les gens, si vous voulez leur parler de Moyen-Âge, ils vont... Moi le premier, hein, on va imaginer des gens sales, où il y a beaucoup de maladies et de choses comme ça, ou des pestes et tout ça, enfin voilà, c'est très très... Pour qu'on y croie, pour que c'est une forme de vraisemblance, on va tendance à imaginer que c'est sale, probablement au-delà de ce que c'était, peut-être par jugement moral déplacé, et par orgueil aussi de notre époque, où on est devenu des oufs de l'hygiène, notamment dans les pays occidentaux, on est complètement barré par rapport à ça. Tout ça pour dire, si tu sors un film qui est plus réaliste sur le Moyen-Âge, quelque part tu vas décevoir les gens vont même pas y croire, ils vont te dire mais non, les gens étaient sales à l'époque, tes personnages sont trop propres, et du coup, boum, t'as toute une partie du public qui va jamais croire à ton film sur le Moyen-Âge, qui se passe au Moyen-Âge, pardon, parce que ça ne correspond pas à la vision générale que les gens se font, l'idée que les gens se font du Moyen-Âge. C'est toujours quelque chose de complexe à trouver, c'est pour ça que quand je dis crédible, c'est pas vraisemblable, c'est pas vrai. C'est pas historiquement bien vu. En général, c'est plus ou moins ce que le grand public, a priori, est prêt à accepter comme vraisemblable pour une époque donnée. Et mine de rien, ça change un peu tout, parce que ça veut dire que quelque part, si tu fais des recherches historiques et qu'elles sont extrêmement poussées, tu prends le risque, au contraire, de ne pas gagner en vraisemblance, en allant vers le vrai, mais de gagner en invraisemblance du point de vue du public. Donc c'est quelque chose de très compliqué à trouver, hein. Honnêtement, j'insiste, c'est pas évident du tout. Pour un détail, parfois les gens sortent du film, et une majorité des gens, tu sais pas pourquoi, il y a une hype qui monte, et oui, ton mec, il avait des baskets en peau, et toi t'as fait tes recherches pour faire ton film, et puis tu dis, si, les personnages ont des baskets en peau à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient, j'ai tous les historiens qui concordent pour dire que c'était le cas, on en a retrouvé des traces, machin, des dessins et tout, et les gens vont pas y croire, ils vont dire, mais non, à cette époque-là, ils se baladaient pieds nus, voilà, machin truc, ça ressemble à des Nike, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et boum, le film est rejeté plus ou moins. Alors, pas forcément de manière unilatérale, on sait bien que c'est plus nuancé que ça, mais dans l'idée, on rate la possibilité d'avoir une sorte de consensus qui fait que le film a plus de succès, mieux accepté, mieux reçu, mieux vu, mieux comment dire, lu. Donc, tout ça pour dire, je suis loin d'être spécialiste de moins 18 000 avant JC, hein. Franchement, je suis un glandu, j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia, mais comme je suis nul en recherche sur Internet, évidemment, j'ai pas plus de certitude par rapport à ça. Mais c'est un film auquel je n'ai pas pu croire, mais quasiment dès le début. C'était assez étonnant. Je peux commencer par un élément tout bête. Le film commence avec un build-up sur le fameux moment où Keda va être laissé pour mort. Un moment assez spectaculaire et tout ça, je vous passe les détails en spoilant légèrement. Le film commence par une charge de mecs comme ça de l'époque qui sont en train de chasser un troupeau pour choper bien sûr une sorte de taureau, de buffle, je sais pas. Et il y a un accident, Keda a un accident,
Et tu comprends que ça va être très important puisque tu as un grand effet de ralenti comme ça. Et tout le début de l'histoire, on va dire la genèse de l'histoire est vue du point de vue du père, qui est le chef de la tribu, donc l'alpha évidemment, et qui emmène son fils pour la première fois à faire la chasse, et c'est son fils qui est blessé. Donc il y a tout un build-up comme ça de comment il l'a choisi, avec un ou deux retours. En fait, le film commence par le moment de cette fameuse chasse, le moment de du fameux danger, du fameux tournant, et on retourne ensuite en arrière pour voir comment le père l'a choisi, comment le gamin il a vu un peu son arrivée, et on retourne à ce moment-là. Et là, dès le début, on voit les mecs en train de ramper comme ça, et pour leur faire signe de s'arrêter, le chef, là, le père, lève le poing. Alors, je dis pas que c'était pas possible à l'époque de faire des signes comme ça, ou de lever le poing. Mais je reste toujours sceptique par rapport à des trucs qui, pour moi, sont vraiment des codes d'armée très contemporains, voire plus tardifs. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est une sensation, j'ai probablement tort, hein. Mais c'est une sensation, et tout de suite je me suis dit, si tu sais pas, pourquoi t'as mis un signe? Pourquoi il lève pas juste la main? Il lève le poing. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un code très fort. C'est le fameux coup du lever le poing, ensuite on écarte, on ouvre la main pour dire qu'on se disperse, vous voyez ce genre de truc? Je sais pas. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? Probablement. Est-ce que Albert Hughes a fait des recherches sur son domaine? Très certainement. C'est un mec très sérieux, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plein de choses dans le film qui te sous-entendent, qu'ils ont fait des recherches sur comment habiller les personnages, comment faire en sorte qu'ils étaient de l'époque. Mais moi, très vite, je me suis senti emmerdé par le fait que, tout simplement, j'étais pas dans cette époque-là. J'avais l'impression de voir une vision très romancée de notre point de vue, de notre époque, sur cette époque-là. Et mine de rien, même si c'est tout à fait acceptable comme point de vue, ça m'a sorti du film très très vite. Si on me dit que je veux voir un film qui se passe grosso modo à la préhistoire, je caricature parce que je sais pas du tout, le moins 18 000 c'est la préhistoire. Je suis en train de dire des conneries, c'est un truc de fou. Donc il y a en moins 18 000, voilà, on va se calmer. Parce qu'au début du film on nous dit que ça se passe moins 20 000 ans avant notre ère. C'est pour ça que je dis moins 18 000. Je vais être en attente, je sais pas, dans ma tête c'est la guerre du feu. Oh là là, de quoi je parle? La guerre du feu, c'est un film de Jean-Jacques Hano où, grosso modo, il parle de la découverte du feu par les hommes, les premiers hommes qui découvrent donc qui vivent dans les cavernes et tout ça, ils découvrent comment faire le feu, tout ça. L'importance du feu et comment ils découvrent comment le faire. Et on suit l'aventure d'un gars qui va chercher du feu et qui va le ramener à sa tribu. Au départ, il va chercher du feu, proprement parlé, et à la fin, il revient en sachant faire le feu. Et il faut voir l'histoire, c'est vachement bien, c'est un excellent film. Donc ils sont sales, ils vivent dans des grottes, tout ça. Et une des grandes forces de ce film, c'est qu'ils ont inventé un dialecte, entre guillemets, pour que les personnages échangent. Voilà, on savait pas dans quel endroit du monde on se trouvait, rien à foutre, on était au niveau du sol, et il y avait un côté comme ça, authentique, il y a eu un travail d'authenticité énorme. Il faudrait que je revoie ce film, hein. Peut-être que ça a mal vieilli. Mais en l'occurrence, il y avait un travail sur comment rendre ça vraisemblable pour le public, et comment aller à fond dans cette période, qui était, je trouve, particulièrement passionnant, et pour le coup vraisemblable. Je pense toujours que La Guerre du Feu est un film vraisemblable. J'ai beaucoup plus de mal de dire ça de Alpha. Je pense que Alpha est un film vraiment romancé. C'est pour ça qu'il y a déjà un contraste entre ce texte du pitch du début qui te dit oui, c'est la première fois qu'un être humain va apprivoiser un animal, et un film qui commence tout de suite avec des codes de chasse qui sont de notre époque. Tout de suite. Et ensuite, il y a ce côté, les personnages sont ni assez sales, ni assez, entre guillemets, tribaux pour que je puisse y croire. Ils se font des tatouages et des choses comme ça. Je sais pas. J'ai pas réussi à un moment donné à croire à ce côté tribal. Et je pense que ça vient du fait que je ne pense pas qu'ils étaient forcément violents les uns avec les autres. Mais je pense qu'il y avait un rapport à la nature et à la sédentarité qui était encore très minérale, à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu du mal à croire à cette tribu qui vit déjà dans des tentes. Il y a tout un côté comme ça qui... Je suis très trompé, peut-être que c'est moi, hein, j'insiste, c'est peut-être moi qui me suis complètement trompé sur ce que cette période est. Mais en l'occurrence, ça m'a vite, dès le début, ça m'a un peu déçu, pour être honnête, et d'un autre côté, je me suis retrouvé face à des codes qui avaient tellement l'air de notre époque, que j'ai été vite désarçonné. Mais ça, à la limite, tout ce dont je viens de parler de là, c'est très subjectif. Passons. C'est quand les personnages commencent à se parler, déjà, de 1, ils parlent en anglais. Et là, tout de suite, ça te gratte un peu. Comme je le disais, dans La Guerre du Feu, par exemple, si on doit comparer, ils avaient inventé un dialecte. Là, ils parlent en anglais. Pourquoi pas? On va dire, écoutez, on veut que les personnages aient des dialogues, les personnages parlaient déjà à l'époque, certainement avaient déjà des dialectes et tout. On veut pas compliquer le film, ou inventer un dialecte, c'est très compliqué, ce qui est tout à fait vrai. Donc, on les fait parler en anglais. Le problème qui s'ajoute à ça, c'est que les dialogues sont extrêmement évidents. Là, franchement, en vous donnant le pitch du film, je vous ai dit les dialogues.
C'est le père qui dit oui, je vais qui fait des tests, qui dit j'emmène notre fils à la chasse. C'est la mère qui lui dit non, non, il est pas prêt, il a bon cœur, machin. Son arme c'est son cœur, c'est pas sa force ni sa capacité à chasser, machin. Enfin, on est que dans des clichés comme ça, qui sont vraiment des clichés. Je suis désolé d'être aussi radical, mais pour le coup c'est vraiment filmé avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'emphase et beaucoup de générosité, parce que je trouve que c'est bien fait, les acteurs sont bien dans l'histoire et ainsi de suite, mais en parallèle de ça, on a des dialogues qui sont d'un niais, c'est impressionnant quoi. Alors pourquoi pas? Je me dis c'est le build-up du film, de toute façon t'as compris au bout d'un moment que très vite le personnage va être tout seul, donc tu te dis j'attends le moment où il va être tout seul, en plus c'est beau, c'est vraiment, les images sont vraiment belles, dans le sens où on a des beaux plans larges, on les voit par exemple à un moment donné ramper, se mettre de la boue sur le visage. Alors, ma compagne pensait que c'était de la boue, moi juste avant ils avaient trouvé de la merde de buffle, donc moi je pensais qu'ils se couvraient de merde de buffle, notamment pour se cacher, mais aussi pour sentir l'odeur, histoire que les buffles ne les remarquent pas. C'est mon interprétation, peut-être qu'ils sont pas roulés dans la merde, mais je pense que c'est le cas. Ma compagne estimait que non, ils sont mis dans la boue. Donc je vous les juge, si vous avez vu le film, vous pouvez me détromper. Quoi qu'il en soit, il y a un beau travail sur la photographie qui est comme ça un peu orange-bleu. Je sais pas comment dire, il y a un petit côté safran que j'ai bien aimé, mais avec des images froides comme ça qui sont contrastées. Franchement, la photographie est superbe, il y a vraiment un très beau travail sur cette photographie pour donner un côté comme ça, on va dire. On est quasiment dans une sorte constamment de demi-journée nuit. Enfin, il n'y a pas de grand jour, grand soleil dans le film. Et peut-être à la fin, mais je suis même pas sûr. Du coup, ça donne un côté comme ça, vous voyez, paysage islandais, nordique, comme ça, puisqu'on est à l'aune de l'hiver à ce moment-là dans le film. Et bon, très beau travail, du coup, il y a vraiment de l'image de qualité à prendre, ça, il n'y a pas de problème. Si on veut avoir une sensation détendue, sauvage, c'est plutôt bien foutu, ça, dans le film. Donc ok, ça passe, et puis il y a cette mise en scène, comme je disais, ce build-up de l'accident qu'on voit au début, qu'on revoit tout de suite avant que Keda se retrouve tout seul, qui est plutôt bien foutu globalement. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais. Le film s'appelle Alpha. Il sous-entend dès son titre qu'on va donc parler de la question du leader d'une meute, et de manière inconsciente qu'on va donc parler du rapport entre homme et animal, puisque c'est le sujet tel que le film le présente. On aurait pu faire un film qui s'appelle Alpha autour d'un chien qui serait l'alpha de son groupe, hein, ou d'un loup qui serait l'alpha de son groupe, de sa meute. Non, c'est un film de la relation entre un fils de chef de clan, donc techniquement qui est supposé devenir l'alpha de son clan, et un loup, qui, je spoil légèrement, est donc blessé par notre héros humain qui doit survivre donc très très vite, une fois qu'il est laissé pour mort par le reste de sa tribu. C'est bien foutu dans le film, dans le sens où le père est extrêmement affecté par le fait que le fils soit blessé, il veut pas accepter qu'il soit mort. Je pensais que ça mettrait en place une sous-intrigue en rapport avec le reste de l'histoire, tellement ils insistent dessus, tellement ils insistent sur le fait que le père est dévasté, qu'il y a d'autres membres de l'équipe de chasse qui visiblement montrent que ça va pas et qu'il est un peu trop touché et qu'ils doivent repartir absolument parce que l'hiver va arriver, ils doivent retourner à la tribu avec la viande qu'ils ont réussi à choper, tout ça, blablabla. Mais au final, non, c'est simplement pour montrer que c'est très difficile pour lui et tout ça, et que jusqu'à la dernière seconde, il veut pas laisser son fils, mais il est obligé à un moment donné de partir. Et manque de bol, le fils se réveille juste après. Enfin, je caricature, quoi. Encore une fois, le build-up du film est pas mal. Il est simplement écrit de manière beaucoup trop naïve, et dans les dialogues, et dans les réactions. Je ne vois pas un chef de tribu de cette époque-là être dévasté à ce point-là. Enfin, je sais pas, rien que le taux de mortalité de leur époque me paraît tellement élevé que je sais pas, j'arrive pas à le concevoir, mais il manquait peut-être des éléments, peut-être qu'il avait du mal à avoir un enfant, peut-être qu'il a déjà eu des fils qui sont morts avant, peut-être que... Je dis n'importe quoi, vous voyez, mais il manque quelque chose pour que je trouve pas ça simpliste et naïf comme vision d'une époque aussi séminale et, comme je disais, un peu minérale. Vraiment, on parle d'une époque où les gens, voilà, l'enjeu de la vie, c'était la survie. Survivre. Fondamentalement, tu passais 95% de ton temps, 98% de ton temps à essayer de survivre à la prochaine saison, à l'été, à l'hiver, à l'automne, aux chasses, aux intempéries, enfin, vous voyez ce que je veux dire, aux autres tribus, enfin voilà quoi. Donc je vois pas un chef de tribu qui est aussi, entre guillemets, important, visiblement, parce que lui c'est le chef, il chasse super bien, on le voit à un moment donné lancer une lance, et il touche un buffle en pleine course, vous voyez, genre quoi, le mec...
il arrache quoi. Il est très très fort. Être aussi sentimental, entre guillemets, sur la perte de son enfant, bien sûr c'est important, mais... Et le montrer autant, il pleure, il est... Vous voyez ce que je veux dire, il est très expansif. Alors c'est peut-être une vision machiste de ma part, hein, je l'entendrai. Mais je n'arrive pas à concevoir une telle réaction face à une époque pareille. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas en correspondance. Peu importe. Je reviens donc à notre ami Keda, qui donc se retrouve seul, commence à se soigner, se fait poursuivre par une tribu de loups et donc est obligé de se défendre, il en blesse un, et il se trouve que il décide de soigner ce loup. Je sais plus exactement pourquoi. Il choisit de le soigner. Et à partir de là, il commence à échanger, puisqu'il doit soigner sa jambe qui est cassée à ce moment-là. Ou sa cheville, je sais plus, qui est vraiment... Il a le pied qui est très très gonflé. Il doit attendre et se soigner, et ainsi de suite. Et il commence à soigner aussi le loup en parallèle. Et il commence à l'apprivoiser. Et là, vraiment, là, le film m'a mis sur le cul. Si, peut-être que j'ai mal compris, mais si la phrase du début, c'est la première personne à apprivoiser un animal, bon sang, il le fait de manière quand même très experte. Hein. Enfin, je caricature à peine en disant que il a des réflexes d'éducation par rapport à ce loup qui sont juste naturellement ce qu'on fait nous avec nos chiens, quoi. Alors je dis pas que ça peut pas lui venir et qu'il peut pas avoir un don pour ça, mais là encore le film, je trouve, est faible dans son écriture. C'est beaucoup trop évident. Je n'ai de nouveau, on est dans la deuxième grande étape du film et malheureusement j'ai encore une fois pas réussi à croire à l'apprivoisement de ce loup, quoi, leur rapport. Je n'ai pas réussi à y croire. Il y a un moment donné où il est là, très vite en train de lui dire « Eh non, tu touches pas, ça c'est à moi, machin. » Ouais, je comprends un peu l'idée, mais on parle d'un loup sauvage. Enfin, je veux dire, c'est pas un chihuahua... Enfin, c'est pas un chien, c'est un loup. Donc à un moment donné, il y a une part sauvage qui est très très forte. C'est un canidé, certes, mais c'est pas un chien. Donc pour moi, il y avait tout un rapport à la bestialité qui est complètement éludé, dans le sens où très très vite, le loup, lui, est reconnaissant. Il y a un moment donné où il le soigne, il veut pas se faire mordre par le loup. Il se rend compte que s'il le soigne et qu'il lui fait mal, il risque de se faire mordre, il lui attache la bouche. Et là, je me suis dit, bah oui, ça c'est plutôt bien vu. Mais très très vite, il abandonne ce truc. Et moi, je me dis, quoi ? On parle d'un loup qui chasse en meute de l'humain, mais très très vite, ça va, il m'a soigné, je vais plus le bouffer, lui. En plus, il crève de faim, les deux. Hein. C'est pas du genre... on est en période de... On a la panse bien repue, on peut se rencontrer et puis discuter, voir ce qui se passe. Donc, c'est un des gros points faibles du film pour moi, c'est que je n'ai pas réussi à croire, et je trouve que c'est pas possible d'y croire à cet apprivoisement-là. C'est trop rapide, trop facile, trop de notre époque, encore une fois. Pour moi, là, je trouve que le film, de manière flagrante, te montre qu'il n'a pas cherché à savoir ce que c'était que les premiers apprivoisements d'animaux, comment ça s'est passé, quelles étaient les techniques éventuellement. On aurait pu voir des choses un peu barbares, éventuellement, ou plus subtiles que notre époque. Quoi qu'il en soit, impossible d'y croire. Enfin, moi je trouve, hein, je suis resté dehors, mais de manière assez étonnante. Et là, je me suis vraiment dit, le film est une fable, le film est une fable. Le problème, c'est que je peux pas me dire ça avec le texte qui est au début. Le cartel du début te vend l'histoire du premier apprivoisement. Donc du coup, à chaque fois que je me disais, non, mais c'est une fable, je me dis, bah non, il m'a dit clairement, c'est d'époque, quoi, on y est. Donc il y a une sorte de contrat. En fait, ce panneau au début du film, il handicape le film. S'il m'avait pas dit ça, j'aurais accepté le film tel quel en me disant, bon, écoute, c'est une fable, tant pis. Mais le début du film est prétentieux pour le coup. C'est le premier apprivoisement de l'histoire de l'humanité. Dommage, hein. Vraiment dommage, parce que sinon, c'est bien filmé. On a les passages entre le loup qui est parfois en CGI et parfois en vrai. Franchement, moi, j'ai pas vu la différence. Je trouvais que ça marchait vraiment bien. Si, peut-être un ou deux plans, mais honnêtement, je titille, parce que je trouvais que globalement, ça fonctionnait vraiment bien. Je fais tout de suite une parenthèse sur l'acteur principal qui s'appelle Cody Smith-McPhee, qui a surtout tourné dans le dernier X-Men Apocalypse et qui jouait le rôle de Diablo, et qui était bien, mais comme le rôle n'était pas très intéressant lui non plus, enfin je veux dire sans vouloir le vexer, et je l'ai pas vu dans autre chose a priori, et là il est bien quoi, mais c'est bien vu, c'est pas un mec qui est alpha tout seul, donc il est bien casté, il a pas spécialement de charisme, mais il a un côté comme ça un peu malingre, qui renvoie bien au fait qu'il n'est pas forcément adapté à son époque et qu'il va avoir besoin de l'aide du loup, d'une certaine manière. Donc ça, je trouve que ça marche plutôt bien, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que comme le dressage est mal écrit pour moi, tout ça fonctionne un peu en manière automatique. Le film s'appelle Alpha, donc il va bien s'entendre avec le loup, donc c'est évident, ça va marcher entre eux. Et du coup, le film essaie même pas de te faire croire que c'est difficile. Il y a juste une phase où le loup s'en va, je spoil un petit peu, mais pas trop, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler jusqu'au bout. Hein. Et il revient, mais...
J'ai pas trop compris la nécessité de ça non plus. Et du coup, tout ce qui est supposé être un peu séminal se casse la gueule de manière assez spectaculaire. Je donne un exemple simple. On voit une scène au début où ils partent en chasse, donc avec son père et tout ça, quand ils sont encore ensemble, et il demande à son fils d'allumer du feu. Donc vous voyez, on le voit faire le fameux roulement d'une tige là pour faire chauffer du bois et obtenir les étincelles pour faire le feu. Et on le voit essayer, il se fatigue, et puis il n'y arrive pas. Et son père lui dit, oui, tu sais, il finit par le donner à son père, et son père lui dit, tu sais, c'est avec la patience qu'on arrive à le faire, et tout ça, machin, ok. On le voit encore 2-3 autres fois, je crois, en train d'essayer, il crève de froid, alors du coup, il est là, il essaie de faire du feu, il n'y arrive pas, il crève de froid, machin, c'est très très dur, avec le loup avec lui et tout ça. Et puis, à un moment donné, d'un seul coup, mais genre, c'est même plus une anecdote, hein, genre, il vient, il se met dessus, il fait le feu, et c'est fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit du moment où il y arrive pour la première fois. C'est-à-dire on nous met tout un setup où on nous dit waouh, c'est dur de faire du feu et tout ça. C'est clairement, c'est très très dur. Il n'y a pas de problème, hein, j'en ai conscience. Je me moque pas de ça, certainement, j'y arrive pas du tout, hein, que les choses soient dites. Mais tout ça pour dire, on a un gros setup et finalement le payoff, la récompense est nulle. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est bon, il sait le faire. Ah. Bon, ben d'accord, pourquoi on n'a pas eu le droit au fameux premier moment où il y arrive, j'en sais rien, ça faisait trop seul au monde avec Tom Hanks, enfin je sais pas, il y a eu un problème quoi. C'est dommage, hein, parce que c'était une belle idée d'amener le personnage à réussir tout doucement à devenir un chasseur, et en prenant le symbole du feu, c'était une belle histoire, et on nous l'enlève, je ne sais pas pourquoi, vraiment je vois pas la raison, et pour, au final, avoir un s'apesantir sur l'apprivoisement qui est, lui, pas très bien pensé. Enfin voilà, il y a de vrais soucis dans ce film-là, à cet endroit-là, et du coup, après, on passe de morceau en morceau, comme ça, de manière un peu étrange. Et c'est dommage, parce que sinon, le film est plutôt bien foutu. On les voit affronter ensemble un tigre qui chassait les groupes d'hommes avant, et puis il retombe sur ce tigre, et on le voit le combattre, lui et Alpha, donc, et ça marche très bien. C'est une belle séquence, un peu courte, mais une bonne séquence aussi. Là, pour coup, on a un build-up et un setup, une construction de la tension et une récompense qui est plutôt bien foutue. On a aussi le moment où ils commencent à crever de froid et de faim, ils doivent traverser tout un lac glacé qui est vachement bien, qui est une très belle séquence. La fin est assez, je veux pas vous la spoiler, mais elle est assez, je me suis dit à un moment donné, ça va mal finir, et j'aime bien cette idée, j'aimais bien l'idée qu'éventuellement ça se finirait pas bien. Que le premier apprivoisement n'est pas forcément mené à une survie, mais simplement à une rencontre, quoi. Je trouvais aussi ça hyper intéressant. Bon, le film choisit pas cette direction-là, mais je trouvais l'idée très intéressante. Désolé pour les petits spoils, hein, de toute façon, je recommande pas ce film, mais au-delà de ça, vous pouvez le voir, hein, je serais très intéressé de connaître votre point de vue. Parce que c'est pas un film désagréable en même temps, hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a des belles séquences, mais, et là je suis obligé de mettre le troisième bémol qui pour moi achève le film, ce n'est pas un film sur la chasse, sur la minéralité de la chasse à la main. On n'arrive pas à ressentir ça. C'est beau. J'ai presque envie de dire, pour être méchant, que c'est une vision nature et découverte de cet univers-là. Oui, il y a des trucs un peu hardcore, il a le pied gonflé, il doit se soigner, il y a un moment donné, il doit bouffer des vers de terre et des choses comme ça, ok, bon. D'accord, mais on n'a pas cette sensation, vous savez, de moiteur, de ce côté, il pleut, on est mouillé jusqu'à l'os, et il faut attendre que le soleil vienne pour se sécher. Je caricature, mais c'est cette dureté-là, la nature, à un moment donné. C'est ce truc qu'on a oublié, qu'on a rendu abstrait, parce qu'on vit dans des maisons, on a construit des zones adaptées à nous, et qui sont meilleures pour nous. Et j'ai du mal à concevoir un film de chasse, un film clairement qui dit que le personnage va se mettre en lien avec un loup pour survivre, qui est finalement un regard si naïf sur la nature et sur le combat de la survie. À part la dernière phase où ils sont dans la... Comme je le disais, ils combattent le grand froid et tout ça, qui est plutôt pas mal, quoique très discutable sur plein de questions. Là, je peux pas dire ce que je pense, parce que je vais spoiler trop. Mais grosso modo, à un moment donné, quand tu crèves de faim, l'état limite, il est beaucoup plus fort que ça. La morale, elle est... très discutable, bref. Tout ça, justement, le film évite constamment d'être réellement sauvage pour nous vendre une sorte de morale compréhensible, plutôt jolie, hein, rite initiatique assez classique, mais ce film et ce contexte se prêtaient à une histoire viscérale de manière beaucoup plus frontale. J'avais une comparaison en tête pendant tout le film, j'ai pas arrêté de penser au film de Mel Gibson, Apocalypto. Si vous n'avez jamais vu Apocalypto, regardez Apocalypto, je ferai probablement un après le film dessus ou un avant le film, enfin bon. Film absolument passionnant.
qui est, je crois que la chaîne de Monsieur Bobine avait fait une vidéo passionnante sur Apocalypto, si vous avez l'occasion. La chaîne de Monsieur Bobine, hein. Allez voir, c'est excellent ce qu'il fait ce mec, c'est très 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 intéressant. Bref. Et Apocalypto, c'est l'histoire de... On est à l'époque précolombienne, je vais dire des bêtises, hein, on est au 13e ou 15e siècle, là, non, pardon, 16e siècle, juste après la découverte de l'Amérique. Les conquistadors espagnols sont en train d'arriver, et en fait, au début du film, on n'en sait rien du tout. On est avec une tribu maya, qui vit dans la forêt, machin. Je dis maya parce que c'est n'importe, je ne sais pas du tout, vous voyez, une petite tribu précolombienne, qui vit dans la forêt tranquille, machin, et un jour, ils se font attaquer par une tribu, ils sont tous massacrés, et emmenés de manière hyper violente et barbare vers, visiblement, l'endroit où vivent ces gars-là. Et toute l'histoire, je veux vraiment pas spoiler Apocalypto, c'est un film excellent, juste extrêmement fort. C'est l'histoire d'un aller et d'un retour, donc on a le côté voyage initiatique d'un personnage. Et ce qui est génial dans Apocalypto, c'est que, bon, au-delà du fait qu'ils avaient aussi, tiens c'est bizarre, créé un dialecte, ou repris le plus possible le dialecte maya pour le film, et que les acteurs le parlent, c'est très important, qu'il ait pris des acteurs qui sont d'origine indiens ou maya de ces pays-là, hein. Il n'y a aucun acteur hollywoodien là-dedans qui est venu se glisser en se grimant la face, hein. Qu'il a en plus poussé le truc jusqu'à aller tourner dans la forêt vraiment, et ainsi de suite, en créant des décors directement in situ. Tout ça pour obtenir au final à l'écran quelque chose qui transpire la vraisemblance, que ce soit crédible historiquement, pas du tout, hein. Il faut bien comprendre que Apocalypto est très critiqué par les historiens, c'est un film qui fait un peu n'importe quoi. Mais, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a la sensation d'y être, et que du coup le discours du film en devient d'autant plus intéressant. Pas vraisemblable historiquement, ça c'est un autre travail. Souvent quand les gens viennent me dire oui j'aime beaucoup l'histoire, je regarde des films, je leur dis toujours la même chose, si vous matez des documentaires ou vous matez des fictions, c'est pas la même chose, hein. On parle pas de la même histoire. Une fiction c'est un point de vue, il y a toujours des adaptations, des tournures, des machins. Donc si vous n'avez pas lu de livre, vous n'êtes pas intéressé à des études réelles sur la question derrière, vous aimez pas tant l'histoire que ça, vous aimez des points de vue sur l'histoire, c'est très très différent. Et les documentaires en parallèle, qui peuvent aussi être des points de vue, sont supposés être un peu plus scientifiques sur la question qu'ils abordent, surtout s'ils font une question historique. Mais ça peut être aussi très orienté. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut pas rester à la surface des choses si on veut aimer une science telle que l'histoire. On peut pas. Il faut commencer à lire et à chercher des gens qui ont écrit dessus, ça me paraît logique. Ou chercher des documentaires ou des reportages très très poussés, genre vous voyez 8 heures sur la civilisation précolombienne, là je commence à dire effectivement vous avez commencé à aborder le sujet. Tout ça pour dire, c'est une sensation de vraisemblance qu'il y a, mais on a l'impression d'être dans la forêt, on sent la moiteur, on sent chaque pas des personnages qui sont pieds nus, qui sont avec des petits pagnes, là je caricature. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'ils sont nus et que ça a un impact sur leur vie. C'est pas du tout le cas dans Alpha. On a l'impression de voir un type, on va dire, plus ou moins de notre époque, grimé comme à l'époque, entre guillemets, un peu, avec des vêtements de peau et tout ça. Et voilà. Et qui fait un petit peu le chasseur dans la forêt, quoi. Je caricature à peine parce que je trouve le film très cotonneux, très flou, sur la question de la minéralité et de la chasse sauvage. Et c'est problématique sur un film dont le cadre principal est l'histoire d'un jeune qui à un moment donné va se retrouver seul, faire alliance avec un loup, l'apprivoiser, pour devenir un super chasseur, techniquement devenir un alpha, techniquement. Parce que l'histoire est plus compliquée que ça, je vous laisse la découvrir si vous découvrez le film, si vous voulez les voir. Bref, je crois que je vais pas trop en rajouter sur Alpha. Vous avez compris mon point de vue, c'est un film qui moi m'a déçu, que j'ai trouvé particulièrement bien pensant et facile sur la question de la chasse, sur la question du rapport père-fils, sur la question des tribus, de la vie tribale, sur la question du rapport de l'apprivoisement. Je trouve le film globalement assez faible, mais ça reste un film agréable, il est bien filmé. Globalement, je pense pas qu'on s'ennuie. Le film n'est pas chiant à regarder, il est juste, il n'y a pas vraiment de tension, mais c'est juste assez pour qu'on le regarde. Et ça reste un bon divertissement, je trouve pas que ce soit un mauvais film de l'été, si je dois le présenter comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était décevant, parce qu'à tous les niveaux, le film est très... Il est juste mou sur ce qu'il pouvait faire. Il est bien fait, il avait les moyens de faire mieux, et au final, il est allé au bout dans aucune direction, je trouve. Tout ça pour dire, excusez-moi, que je ne recommande pas Alpha, mais
c'était un peu décevant et j'espère qu'Albert Hughes va refaire des films avec son frère parce qu'ils font du meilleur taf ensemble. Non, je caricature. Il a vraiment un degré d'écriture à franchir, j'espère, avant son film prochain. Parce que Alpha, écoutez, c'est pas l'Alpha du cinéma, quoi. Je sais pas. Je sais, je vais finir sur un jeu de mots formidable. Bref. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ma petite review des films de l'été. Bon, j'ai pas mis de nom à cette série parce que voilà, c'est des films qui sont très différents les uns des autres. Je suis allé voir un peu on est allé voir un peu ce qu'on pouvait avec ma compagne. Pendant une semaine, on a pu faire garder notre fille, on a pu retourner au cinéma. Ouais, mais on est un peu allé voir tout ce qu'on pouvait voir. Donc, Al fait un peu partie des films que je serais pas allé voir comme ça, mais qu'on est allé voir quand même. Et je vais vous faire un petit retour comme ça sur mes films de l'été, pour arriver finalement au film qui m'a le plus plu, et je vous le dis tout de suite, je spoil, je suis surpris que ce soit ce film-là, quelque part. J'en parlerai. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, Instagrammez, tweetez, Facebookez, surtout commentez, surtout donnez-moi vos avis, ça m'intéresse plus que tout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO. Salut les amis, à bientôt, ciao ciao.